Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série dédié au Lengo Day, qui est un événement e-commerce qui s'est tenu à Paris le 1er octobre 2019 et qui a réuni près de 1000 professionnels du secteur. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview d'environ 15 minutes des principaux speakers de la keynote, à savoir Michael Forger de Lengo, Amy Weiner de Pinterest, Ilya Chirikov de Joom, Laura Fauduc d'Alibaba, Thomas Métivier de Cdiscount, Ted Etich de Frugo et Albert Simpson de Facebook. Bonne écoute à vous tous, toujours sans montage ni coupure. Bonjour Michael, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le cofondateur de Lengo. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, oui, alors je suis Michael Forger, donc cofondateur et CEO de Lengo. J'ai 39 ans et une petite fille de 7 ans et demi. J'ai un parcours assez particulier puisque je fais partie de la génération intégrée au digital français dans les années 98-99, puisque j'ai démarré ma première partie de carrière tout de suite après mon bac. L'histoire veut que j'ai été recruté par le groupe M6 Web l'année de mon bac en mars, et qu'en fait j'ai intégré l'équipe 2 jours après. Donc j'ai arrêté mes études assez rapidement puisque je suis assez vite tombé dans le bain Internet. Et en fait, j'ai eu une première partie de carrière dans les médias puisque j'ai rejoint le groupe M6 pour monter tous les verticaux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont Capital.fr, Turbo, etc. À l'époque, ça n'existait pas. Et ensuite, je suis parti chez le groupe Lagardère. Là, quand tu dis les monter, ça voulait dire... Vraiment from scratch de zéro. C'est-à-dire que quand je suis arrivé... Créer la ligne éditoriale, développer le site. En juin 99... Il n'y avait que m6net.fr qui existait à l'époque. À l'époque, pour rappel, c'était un FAI. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais CD-ROM, c'était un vrai FAI pour avoir accès à Internet. Et ils avaient justement pour ambition de dire, voilà, le morning live, etc., on monte les verticaux. Donc, ce que nous, on appelle aujourd'hui des verticaux, étaient à l'époque des sites dédiés, quoi. Ils voulaient un site pour Turbo, etc. Maintenant, c'est devenu des verticaux qui est complètement naturel, mais à l'époque, c'était assez novateur, entre gros guillemets, puisque les médias voulaient un peu élargir le spectre et pas uniquement avoir un portail, puisque pour rappel, en 98-99, ceux qui dominent le monde, c'est Yahoo, avec son fameux portail Internet, bien sûr. météo. J'ai ensuite rejoint le groupe Lagardère pour diriger en fait toute la mise en place qu'on appelait Webmaster à l'époque, de sites RFM, Europe 2 et Europe 1. Et ma mission principale était d'industrialiser cette espèce de dynamique digitale qu'on n'avait pas auparavant, qui était assez manuelle et assez archaïque, puisque c'est les débuts d'Internet en France. C'était artisanal. C'est encore très artisanal. PHP, c'était PHP 3 à l'époque, etc. Donc ça remet vraiment dans le contexte. Et en fait, le vrai défi de cette époque-là, c'était de monter la première web radio en Europe, qui a été créée par Europe 2, et d'amener toute cette nouvelle vague qui arrive, de dire en fait la radio est un métier très ancien qui arrive sur le digital avec des nouvelles manières. Donc pendant très très longtemps, j'ai été dans les médias, entre guillemets, et en 2004, j'ai rejoint une boîte que je connaissais peu à l'époque, où je suis le 13e salarié, qui était leguide.com, qui était à l'époque concurrent de Quelcoup, comparateur de prix. Et ma mission principale était de faire la relation entre les commerciaux qui arrivaient à signer des clients pour aller sur le front office et le front office qui devait mettre en ligne les produits. Et de là, l'idée de Lengo est déjà un peu arrivée à cette époque-là. Là, on est en quelle année ? On est en 2004, ouais. 2003-2004. Et en fait, l'idée a commencé à germer de dire, c'est pas normal que les marchands mettent autant de temps à mettre en ligne nos produits, qui aient du mal à structurer des catalogues, que ça soit si complexe, alors que normalement, ça devrait être assez naturel. Et en fait, cette idée-là est restée à germer pendant des années, puisque après, j'ai eu une autre partie de carrière dans les marketplaces, puisque j'ai rejoint 2 fois moins cher, qui a été racheté depuis par le groupe 3 Suisse, d'autres startups dans l'ad marketing. Et ensuite, l'idée du guide a germé, et ce qui est assez intéressant, c'est que le guide est assez central dans l'histoire de Lengo, puisque le cofondateur avec moi du guide était chez leguide.com, et qu'aujourd'hui, chez Lengo, au board, on a Corinne Lejbovic, qui était l'ancienne patronne du guide, qui l'a monté en IPO en bourse. Donc le guide est hyper central parce que c'est un peu l'idée qui est arrivée de notre histoire. Et surtout, il y a des personnes clés qui font partie, soit aujourd'hui, soit dans le passé de notre histoire. Donc la décision que tu prends de créer Lengo, elle est... C'est quand ? La décision, elle arrive...
au deuxième trimestre de 2009, où en gros, je suis arrivé de manière assez égoïste et personnelle dans une carrière où j'ai fini directeur technique, dirigé 50, 60 développeurs, où on me disait en fait tout se passe bien et ça va bien. Là commence à renaître un peu l'idée de dire d'une, j'ai envie de monter quelque chose. Voilà, moi j'ai toujours été dans des boîtes qui ont grossi. Et on parle d'hypercroissance aujourd'hui. Moi j'ai rejoint le guide, on était 13, je suis parti 150 côté en bourse. Donc avec une espèce d'hypercroissance très rapide, avec du Price Minister à côté, avec tous ces gens-là. Donc l'idée est arrivée de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et cette idée justement de dire, en fait on avait vu ce besoin à l'époque. On le voyait encore plus en 2009 arriver avec du Criteo qui commençait à émerger, des gens comme ça. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire pour monter un service automatique qui permet d'adapter n'importe quelle boutique e-commerce à n'importe quel canal de distribution. À l'époque, très focalisé sur les comparateurs de prix, puisque en 2009, pour rappel, les marketplaces, c'est eBay, Amazon au monde, il n'y a personne d'autre. Criteo n'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Yahoo est encore hyper dominant. Bing n'existe. Bon, bref, c'est une autre époque. Mais on sentait arriver à un état où on se disait l'hyperdépendance qu'aura un marchand à diffuser son catalogue produit est déjà là en 2009 et ce sera pire. Donc l'idée arrive, voilà, et on se dit... On savait, c'est qui on... Avec le cofondateur de Lengo qui était avec moi à l'époque du guide.com, on se dit tous les deux, il y a quelque chose à faire. Voilà, avec Jérémy, on s'est dit, on teste quelque chose, on voit si ça prend. Si ça prend, on y va. Si ça prend pas, et ben de manière très égoïste, on n'aura rien regretté. Quand tu dis on teste, ça veut dire vous avez une sorte de side project, oui, vous êtes en train de monter... Non, on a été plutôt radical, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait pris tous les deux la décision, le lendemain on démissionnait de nos postes et puis on s'est dit on y va, si on n'y va pas maintenant, de toute façon on n'ira jamais. Et le côté side project, moi je le voulais pas parce que justement c'est le côté où vous faites un truc mais vous le faites pas vraiment. Donc on s'était dit si jamais on se lance dans cette aventure-là, on le fait vraiment. Soit on y va, par contre on a toujours eu l'hygiène de dire on s'arrêtera à ce moment-là. Si jamais c'est pas l'objectif. Là, tu es toujours en 2009 ? Je suis toujours en 2009 et on s'était dit si à la fin de l'année, on n'a pas un vrai appétit au niveau commercial, j'entends, c'est vraiment des revenus qui arrivent, qui nous permettent d'imaginer le futur, on s'arrête. Donc là, vous vous lancez dans des devs ? On se lance dans les devs, c'est-à-dire qu'en avril 2009, moi je démarre les développements. La petite histoire veut qu'on immatricule la société. Le 1er juillet 2009 avait déjà 10 clients. Ouais, c'est bien. Ce qui était hallucinant, c'est qu'on a des clients qui nous ont fait confiance à l'époque alors que la boîte n'était même pas immatriculée. Et ensuite, on signe les premières grosses références, la Fnac arrive et en fait l'histoire de Lengo prend vraiment. On a toujours cru, avec du recul, on a été capable de faire quelque chose de bien. Par contre, d'avoir des résultats aussi vite et aussi rapides, c'est peut-être notre hygiène justement de dire de toute façon on n'a pas le choix parce qu'à cette date-là tout va s'arrêter qui nous a forcé justement à aller vite dans cette partie-là. La proposition de valeur de Lengo, est-ce qu'elle a changé, évolué au fil du temps ? Alors ça fait partie de notre ADN, elle a strictement jamais changé. Tu peux nous la définir ? La première chose qu'on a définie ensemble, c'est que on est au service de nos marchands, nous Lengo, et que la seule chose qu'on veut, c'est développer le business. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à faire en sorte que le marchand qui arrive avec une valeur Y finisse avec une valeur Z. Ça, c'est vraiment le pitch qu'on a eu dès la première minute et la promesse qu'on faisait à nos clients. C'est-à-dire qu'on disait, avec Lengo, vous irez plus vite, vous irez d'une meilleure façon pour au final atterrir sur quelque chose, c'est plus vendre. Parce qu'un marchand, quel qu'il soit aujourd'hui, n'importe quelle taille, de n'importe quelle zone géographique, ce qu'il a envie de, c'est de développer le chiffre. D'avoir plus de data de ici ou ailleurs, c'est pas qu'il s'en fiche parce que c'est important pour lui, mais in fine, ce qu'il veut, c'est développer son chiffre d'affaires comme toute n'importe quelle société. Donc elle n'a jamais changé et on l'a toujours gardé en tête. Et même aujourd'hui, en 2020, on a toujours cette idée-là où on veut vraiment aller chercher en fait cette proposition de valeur qui vise simplement à développer le chiffre d'affaires du marché. Comment puisque Lengo, ça a une croissance forte ça fait un peu moins de 10 ans, mais bien l'année prochaine, ça fera presque 10 ans. 10 ans cette année. 10 ans. Voilà. Comment ça s'est passé la croissance ? En fait, ça a été vite, fulgurant, ça a été progressif. Alors, j'ai envie de dire que ça a été progressif dans la fulgurance. Ouais. C'est un peu le bon terme. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des croissances assez fortes avec des résultats assez significatifs, mais qui étaient toujours assez parallélisés par rapport aux ambitions et des risques qu'on prenait. Donc on n'a pas eu une croissance exponentielle à faire x4 de chiffres tous les quarters, ce genre de choses. Par contre, on a toujours eu des croissances à 3 chiffres les premières années, qu'on a toujours des croissances à 2 chiffres aujourd'hui qui sont assez costauds. Donc, et surtout parce qu'on a réussi à la maîtriser de par un aspect assez intéressant aujourd'hui, mais qui est quand même, c'est qu'on a travaillé. Moi, j'ai monté Lengo en 2009, ça faisait déjà 11 ans que je travaillais.
Alors ça peut paraître un peu réact de dire ça, mais mine de rien, quand vous avez passé 10 ans à aller dans des boîtes qui faisaient de l'hypercroissance, à voir des chutes, moi j'ai vu des gaz vraiment sombrer, tout comme décoller, on a eu aussi cette espèce d'hygiène à mesurer la croissance, à la piloter, à lever quand on avait besoin, à lever avec les bonnes personnes, en fonction de tel objectif commun, etc. Donc une forme de rationalité de rationalité parce que justement, on a vu tellement de gens décoller très très vite et se ramasser complètement. L'inverse étant vrai aussi, qu'on voulait justement se dire, si on va dans ce projet-là, il faut que ça soit un projet qui nous plaise et qui soit sain. Même si au quotidien, vous avez des responsabilités, vous avez des objectifs, il y a un peu de pression, il faut que ça reste un plaisir. Alors, je sais que c'est assez facile à dire, parce que quand tout se passe bien, ou quand ça se passe globalement bien, c'est facile de dire ça. Mais tous les matins, je me suis toujours dit, il faut que je sois content de ce que je fais et que ça soit un plaisir. C'est dur en fait de bosser et que ça soit toujours dur, etc. C'est bien. Et l'hypercroissance, elle est compliquée en ça aussi, parce que vous avez une pression. Et puis la pression de l'hypercroissance, c'est que quand vous dégradez un peu votre hypercroissance, tout le monde dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'en vrai, c'est une croissance très forte. Alors raconte-nous, aujourd'hui, on est fin 2019. Lengo, c'est quoi ? C'est en termes de présence, en termes de... Pour donner un ordre d'idée, après 10 ans, Lengo, c'est environ 20 nationalités dans la société sur environ 150 personnes, réparties sur 3 sites, qui sont Nantes, qui est notre headquarter, Paris et Munich. On a environ 45 pays facturés chaque mois. Donc on est vraiment une boîte internationale. Plus de 45% de notre chiffre aujourd'hui, c'est l'international. On est quand même basé à Nantes et en France. C'est environ 1000 milliards de produits mis en vente par an, sur environ 2000 canaux de distribution à travers le monde. À ça, une conclusion, c'est que dans Lengo aujourd'hui, dans nos algorithmes et dans notre data, on voit environ 2 milliards d'euros de GMV passé. GMV étant entendu de mise en vente effective sur les canaux de distribution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 10 ans après, on a une vue assez exhaustive du marché, de ce qui est vendu, comment c'est vendu, quelles optimisations sont nécessaires à être vendues, qui est un peu la vision du futur qu'on veut apporter. Mais tu peux nous en donner 2 mots ? Cette vision, elle est plus de se dire comment est-ce qu'on arrive à transformer Lengo d'un partenaire capital aujourd'hui pour les marchands, parce que c'est un appui technologique de réassurance pour le marchand, de se dire grâce à Lengo, je suis capable d'aller sur eBay, sur Amazon, sur Google, ce genre de choses. J'ai la garantie que j'ai un partenaire qui est capable de m'emmener, à un partenaire qui est plus business-centrique, qui vise à dire, en fait, Lengo va m'expliquer où est-ce que je dois vendre et à quel moment je dois vendre et comment je dois vendre et quels produits je dois vendre pour développer mon chiffre d'affaires. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est la suite logique de Lengo. C'est que pendant 10 ans, on a installé Lengo dans la confiance des marchands, dans la technologie apportée, dans la data récoltée, mais aussi manipulée, parce que collecter de la data, c'est assez facile aujourd'hui. La comprendre, l'architecturer, l'analyser pour en ressortir des recommandations, etc., c'est autre chose. Et c'est ce que Lengo promet aujourd'hui et même demain, c'est dire à un marchand, je ne t'apporte pas simplement la garantie d'être compatible avec là où tu dois emmener tes produits et là où sont les clients aujourd'hui, comme un Pinterest qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, je suis capable de te donner la garantie que je vais t'aiguiller sur où tes produits doivent être vendus au monde, sur quel canal de distribution, à quel prix, selon quelle optimisation produit. Parce qu'on a la data chez nous et qu'on a 10 ans d'expertise, où on a un petit peu de données pour aiguiller un petit peu le marchand, ce qui manque aujourd'hui cruellement au marché. Le marché sait que tout se passe au monde sur des réseaux de distribution qui sont différents d'année en année. Par contre, toutes les marques aujourd'hui qui nous rencontrent ne savent pas nécessairement dans quel pays se lancer, vers quel canal se lancer, quelle typologie de produits on doit mettre, est-ce qu'on met tous nos catalogues, est-ce qu'on met que les top produits, j'en passe et des mecs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un focus sur la performance maintenant ? Alors, ça a toujours été sur la performance parce que dès le départ, on prenait les produits, on les accompagnait jusqu'à la vente, jusqu'à remonter la vente avec des tracking. Par contre, c'est plus dans l'aspect GPS des choses, où on est capable de dire à un marchand exactement là où il doit. Donc c'est de l'optimisation ? C'est de l'optimisation et de la recommandation stratégique. D'accord. Aujourd'hui, on est capable de dire à une marque, voici la recommandation stratégique, chiffre à l'appui au niveau de la data, parce qu'on a été chercher tes produits, plus qu'un sentiment de marché. Aujourd'hui, on est tous dans un sentiment de marché. On sait qu'il y a des acteurs qui arrivent, qui sont puissants. Tu veux rationaliser en fait les choses. Exactement. Rationaliser, pointer du doigt les efforts que doit faire le marchand en étant certain de les avoir. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines marques qui sont un peu déçues ou un petit peu frustrées parce qu'en fait, l'enjeu d'aller sur certains canaux est assez lourd versus les résultats qui peuvent arriver aujourd'hui. Et peut-être que nous, Lengo, on est capable de les accompagner un petit peu différemment parce que peut-être cet effort-là, il ne fallait pas le faire à ce moment-là. Il ne fallait peut-être pas mettre ces produits-là ou peut-être pas à cet instant-là. Merci Michael. Aujourd'hui, on est le 1er octobre 2019.
le jour du Lengo Day. C'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre. Tu peux nous dire un peu ce que c'est que cet événement, qui réunit Alors, le Lengo Day est un peu l'illustration parfaite de l'ADN et de la vision qu'on voulait amener aussi de Lengo. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, depuis quelques années, que tout ne se passe pas qu'avec un seul acteur et que c'est plein d'acteurs qui régissent en fait l'e-commerce d'aujourd'hui. On voit l'hyper-spécialisation des secteurs d'activité, des métiers. Aujourd'hui, dans le pricing management, vous avez des vrais spécialistes mondiaux qui sont très bons là-dedans, dans la traduction, ce genre de choses. Et en fait, il y a quelques années, on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire rencontrer et faire émerger l'écosystème entre eux dans une seule et simple journée pour qu'ils arrivent à se rencontrer, échanger, faire découvrir des choses. Et Lengo est un bon acteur parce que, mine de rien, on est au milieu de tout ça. C'est-à-dire que nous, on est au milieu des marchands, des partenaires, du marché, et on est un peu au centre de la mêlée. Et ça nous paraissait naturel, il y a 7 ans, de faire en sorte que tous ces acteurs-là, ces marques, ces retailers, ces partenaires, ces marketplaces, ces comparateurs, se rencontrent entre elles pour essayer d'échanger au sein d'une journée, d'essayer de trouver ce qui va faire l'e-commerce de demain. Pas forcément que centré sur Lengo, mais surtout centré sur ce qui fait le commerce d'aujourd'hui, l'humain, et en fait la rencontre et l'échange. Et depuis 7 ans, notre événement vise vraiment qu'à ça. C'est-à-dire que l'objectif qui est fixé chaque année, c'est comment est-ce qu'un marchand arrive à trouver quelque chose chez Lengo qui va l'aider dans son business lors du Lengo Day. Dire voilà, je suis allé au Lengo Day, j'ai découvert un nouvel canard. J'ai découvert quelqu'un qui m'a expliqué que j'ai trouvé le bon partenaire pour ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est vraiment l'espèce d'ADN qu'on veut créer, qui est aussi au quotidien chez Lengo. C'est que chez Lengo, on a des personnes qui accompagnent le marchand parce qu'on a toujours des questions qui viennent naturellement vers Lengo parce qu'on est au centre de tout. Le Lengo Day, c'est aussi très international. On peut se rendre compte que les speakers qui sont là aujourd'hui viennent d'un peu tous les pays. C'est aussi un vrai succès en termes d'audience. Vous êtes... raconte-nous, mais je crois que vous avez doublé par rapport à l'année dernière. Alors aujourd'hui, c'est 800 participants inscrits. C'est cet après-midi 700 meetings en one-to-one entre des partenaires qui ont choisi Lengo aujourd'hui pour essayer justement de s'ouvrir un peu, et des marchands et des marques européennes. C'est effectivement, je crois, quasiment 70% d'internationaux ici. Mais ça illustre surtout le vrai besoin qu'il y avait. C'est peut-être ça en fait. Effectivement, c'est un succès pour Lengo, mais je pense que c'est surtout un succès pour l'écosystème européen. C'est que mine de rien, on arrive à tous se rencontrer et que certes, peut-être certains sont concurrents, c'est même sûr, entre partenaires ou autres, mais tout le monde accepte de se réunir à un seul endroit pour échanger ensemble, et c'est peut-être ça le plus gros succès, je pense. Écoute, merci beaucoup Mickaël pour ces explications. Comment on peut te suivre? LinkedIn, Twitter, comment on fait? Alors moi, je suis pas mal sur LinkedIn, pas mal sur Twitter. Je suis plus lecteur que contributeur. Mais sur ces deux réseaux, je suis assez présent, et sur les autres aussi, naturellement. Bon, très bien. Merci encore, Mickaël, pour la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, et merci pour tous vos mots d'encouragement que vous me faites parvenir. Si ce podcast vous a plu, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez le lien autour de vous. C'est important car c'est grâce à ça que les gens découvrent les Digital Doers. Merci encore à vous tous, et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir.